Tatsumi est un garçon de campagne stupide mais ambitieux qui veut réussir dans la capitale impériale et il le fera un jour en sauvant la nation grâce à ses compétences et ses sacrifices. Tout a commencé un jour où Tatsumi a quitté son petit et pauvre village aux côtés de ses deux meilleurs amis d'enfance pour se rendre dans la capitale impériale, gagner beaucoup d'argent et aider son peuple. Sur son chemin, Tatsumi rencontre une bête dangereuse de première classe appelée Earth Dragon qui attaque quelques voyageurs. Il saute comme un héros et coupe immédiatement un des bras du dragon. Après cela, il saute et massacre la bête en descendant avec son épée. Les voyageurs saluent ses compétences puis le remercient pour son aide. Après avoir entendu son histoire, ils l'avertissent de la corruption qui règne dans la capitale et ils s'en vont tous. Après avoir atteint la capitale, Tatsumi dirige la caserne militaire et postule à un poste de commandement. Naturellement, le recruteur propose de l'embaucher comme grognement au début, mais Tatsumi refuse et se fait expulser de l'établissement. À ce moment-là, une belle et audacieuse blonde s'approche de lui et lui dit qu'elle peut l'aider à obtenir un emploi au gouvernement s'il lui offre un verre. Tatsumi accepte et ils vont dans un bar. Au bar, après avoir pris un verre, la jeune fille dit qu'elle connaît un fonctionnaire du gouvernement et que si elle lui graisse les mains avec de l'argent, il peut aider Tatsumi à occuper une position de commandement étant donné sa force. En entendant cela, Tatsumi devient vraiment heureux et lui remet tout l'argent qu'il a obtenu pour avoir tué la bête dangereuse sur son chemin. La fille dit qu'elle ira s'occuper de tout et que Tatsumi apprendra sûrement beaucoup de cette expérience. Après cela, elle s'en va simplement avec son Honei, tandis que Tatsumi attend toute la journée au bar comme le simp qu'il est. Le soir, le patron du bar lui annonce que c'est bientôt l'heure de fermeture et qu'il s'est fait arnaquer. En entendant cela, Tatsumi devient triste puis sort du bar avec colère en maudissant la fille blonde. N'étant pas fauché, il décide de s'asseoir sur le trottoir et d'y passer la nuit. Mais à ce moment-là, une voiture passe et la dame à l'intérieur sort et lui propose de l'aider. Au début, Tatsumi est méfiant, mais les gardes lui disent que la zone des dames ne peut s'empêcher de regarder les malheureux comme lui et les aide souvent ainsi. N'ayant rien à perdre, Tatsumi accepte son offre généreuse et l'accompagne. Chez elle, il rencontre ses parents et découvre qu'ils sont vraiment riches et possèdent un immense manoir. Il fait les présentations et leur raconte qu'en route vers la capitale, son groupe a été attaqué par des bandits et s'est séparé de ses amis. Comme ils avaient de toute façon décidé de se retrouver dans la capitale, il a continué son voyage et se lance désormais à leur recherche. En entendant son histoire, le père dit qu'il mettra un bon mot auprès de sa connaissance militaire pour Tatsumi et demandera également la recherche de ses deux amis. Tatsumi se sent vraiment béni et son espoir en l'humanité commence à se rétablir de son expérience antérieure. Le lendemain, il accompagne Aeria lors d'une de ses courses et il parle également aux gardes. L'un des gardes lui montre le palais impérial et lui dit que tant que l'empereur est en vie, il n'est qu'un enfant et que le véritable dirigeant du pays est le Premier ministre qui est vraiment corrompu et c'est pourquoi le pays est en train de pourrir en ce moment. Tatsumi devient fou de toute la situation et dit que c'est de sa faute si son pauvre village doit faire face à des impôts aussi insupportables. Après cela, le garde lui montre un mur avec des avis de recherche des membres de Night Raid. Il explique qu'il s'agit d'un groupe d'assassins qui attaquent la nuit et ne cible que les hauts dirigeants et les classes supérieures de la capitale. Il doit donc être sur ses gardes au cas où. Cette nuit-là, nous voyons la mère marcher dans le manoir et soudain, elle se fait trancher par une énorme paire de ciseaux tenue par une fille aux cheveux violets. Tatsumi sent cette intention meurtrière et sort de son lit pour voir ce qui se passe. Il regarde par la fenêtre et voit un groupe de personnes équipées d'armes et debout sur des ficelles dans le ciel. Il note qu'ils sont de nuit et se demande pourquoi ils attaquent des gens aussi gentils uniquement parce qu'ils sont riches. Il décide alors de se précipiter aux côtés d'Aria et de lui servir de garde du corps. Il se retrouve devant un abri au fond des bois et lui dit qu'il la protégera. Mais à ce moment-là, l'un des assassins, Akame, arrive et Shizu dépasse Tatsumi en un clin d'œil. Elle se précipite droit vers l'autre garde et le coupe en deux, puis se dirige vers Aeria. Tatsumi saute devant elle, faisant reculer le Kame. Elle lui dit qu'il n'est pas sa cible, mais Tatsumi dit qu'il ne la laissera pas tuer la zone. Akaim dit que dans ce cas, elle n'a pas d'autre choix que de le tuer aussi, et ils commencent tous les deux à affronter leurs épées. Tatsumi parvient à l'égaler pour quelques coups, mais elle lui poignarde rapidement le cœur, le rabaissant comme un PNJ. Pendant ce temps, nous voyons la blonde du début arriver également sur la scène et en regardant Tatsumi, elle se demande à quel point un homme peut être malchanceux. Mais Tatsumi se relève et révèle qu'il a été sauvé par la petite idole qu'il gardait dans sa poche intérieure et que ses villageois lui avaient donnée.
Après cela, Akame continue de lui porter le coup final dans le cou, mais la blonde l'arrête et lui dit qu'elle doit une faveur au garçon et qu'elle aimerait la payer. Elle dit à Tatsumi qu'il ne tue pas d'innocents, et pour le prouver, elle ouvre la porte de l'abri derrière eux pour montrer l'horrible réalité de sa cible. Tatsumi entre et découvre qu'il s'agit en fait d'une chambre de torture avec des cadavres suspendus partout, mais il devient super déprimé lorsqu'il voit que le corps accroché au centre est celui d'un de ses amis, Seo. Et juste à ce moment-là, un garçon appelle Tatsumi et se révèle être Ieyasu. Dans son dernier souffle, il lui dit qu'Eiria a tué Seo en la torturant à mort, ce qui rend Tatsumi vraiment fou. Avec le chat sorti du sac, Eiryu commence à insulter Seo et les autres morts en disant qu'elle ne pouvait pas supporter qu'elle soit plus belle et que les pauvres ne sont que ses jouets et qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle veut faire avec ses jouets. Hakim décide de l'achever, mais soudain, Tatsui se retourne et coupe Eiria en deux avec sa lame, puis il se précipite vers Ayasu et le laisse prendre son dernier souffle dans ses bras. La blonde note que Tatsui n'a pas hésité à tuer Eiria et pense qu'il est en fait très fort. Elle dit alors à Akane qu'il devrait les rejoindre, puis l'entraîne avec elle et lui fait rencontrer de force les autres et rejoindre le raid nocturne. Akane révèle que le blondie s'appelle Léon, puis ils retournent tous à leur base après avoir kidnappé Tatsumi et l'emmènent avec eux. Le lendemain, Tatsumi s'assoit près des tombes de ses deux amis et se demande comment il est désormais tout seul. À ce moment-là, Léon arrive et lui demande s'il a décidé de rejoindre ou non. Elle l'emmène ensuite rencontrer les autres membres, en commençant par une tête aérienne aux cheveux violets appelée Chill et lui demande de lui dire quelques mots d'encouragement. Chill y réfléchit un peu puis dit que maintenant qu'il connaît leur cachette, s'il ne le rejoint pas, ils devront le tuer. Ouais, vraiment encourageant. Ensuite, il rencontre Min qui s'approche de lui et lui dit que quelqu'un de laid comme lui ne peut pas travailler avec des professionnels comme eux. Après cela, ils se rendent au terrain d'entraînement où ils rencontrent Bulat au look super masculin qui porte normalement son armure lors des missions. Léon révèle qu'il est gay et Bulat ne le nie pas non plus. Ensuite, il rencontre le voyeur pervers, Lubok, puis se dirige vers la rivière pour rencontrer Akame. Léon révèle que malgré son apparence mignonne, elle a été élevée dans la nature et qu'elle est vraiment forte. Akame dit que le patron Najanda est de retour et que Tatsumi peut se présenter à elle. Elle dit à Léon de rassembler tout le monde et dit qu'elle veut un rapport détaillé sur le jeune homme. Après avoir reçu le rapport sur lui, Najanda propose à Tatsumi de rejoindre leur rang et s'il ne le souhaite pas, il sera employé dans leur atelier, mais il ne sera pas tué pour autant. Mais avec ses compétences, il ferait mieux de les aider en tant qu'équipe de collecte de renseignements et d'assassinat de l'armée révolutionnaire. Le genre révèle qu'ils veulent débarrasser la nation des dirigeants corrompus et mèneront l'armée révolutionnaire à la victoire et sauveront tout le monde, y compris son village. En entendant cela, Tatsui dit que cela signifie qu'ils sont des assassins héroïques et qu'ils sont du côté du bien. Tout le monde se met à rire et lui dit qu'ils sont de simples meurtriers, peu importe la façon dont ils aiment le présenter. Ils tuent des gens et peuvent être condamnés à mort à tout moment et personne ne lève le petit doigt. Quoi qu'il en soit, Tatsumi pense que c'est la bonne chose à faire et il accepte de rejoindre leur groupe. Après cela, le patron charge Akaim de le former et ils annulent la réunion. Au début, Tatsumi n'est qu'en cuisine et aide Akaim à attraper du poisson et à préparer des repas pour tout le monde, tandis que les autres partent en mission de collecte de renseignements. Un soir, ils se réunissent tous à table et Léon révèle que leurs cibles cette fois sont la police impériale et un marchand de pétrole nommé Gamal. Selon leur rapport, Gamal commet des crimes et soudoie Ogre, et Ogre impute ces crimes à une personne innocente et la fait exécuter. Le raid nocturne accepte cette mission et Tatsumi est chargé de tuer Ogre, tandis qu'Akame et Léon s'occuperont de Gamal. Après cela, ils se rendent en ville et Léon raconte à Tatsumi le passé d'Akame. Elle révèle que lorsqu'elle était enfant, elle et sa sœur ont été achetées par l'Empire. Ensuite, elle a été forcée de suivre une formation d'assassin aux côtés de divers autres enfants et a réussi à en sortir comme la meilleure d'entre eux. Elle a ensuite été utilisée par l'Empire pour faire le sale boulot, mais au cours de sa mission, elle a réalisé la nature corrompue de l'Empire et s'est donné pour mission de tuer le patron. Elle a réussi à la convaincre de changer de camp et Akame est depuis du côté de l'armée révolutionnaire. Tatsuki comprend qu'elle lui a parlé du passé d'Akame pour lui dire qu'il est trop complaisant à tuer les autres et qu'il devrait être plus sur ses gardes. Sur ce, ils se séparent et se dirigent vers leur cible. Akame et Léon s'occupent facilement du marchand de pétrole tandis que Tatsumi s'approche d'Obu-Ivre dans les rues du soir. Il se cache dans une robe et dit à l'officier qu'il a quelque chose d'important à discuter avec lui et qu'il aimerait parler dans un endroit où il n'y a personne.
Ils traversent une ruelle isolée et la Tatsumi s'incline et lui demande de l'enrôler dans l'armée impériale. Oa se retourne et dit qu'il devrait tenter sa chance ailleurs, mais remarque ensuite la soif de sang de Tatsumi qui est sur le point de le frapper le dos tourné. Il se retourne rapidement, mais Tatsumi le coupe sans lui laisser le temps de répondre. Avec Obra au sol, Tatsumi pense qu'il a réussi et s'éloigne, mais Obra se lève derrière lui et commence à l'attaquer sans relâche. Il parvient à repousser Tatsumi contre un mur et dit ensuite qu'il doit provenir du raid nocturne. Il commence à dénigrer le groupe et Tatsumi se lève et riposte pour le faire taire. Cependant, Ober riposte simplement et le conteste en disant que ce doit être la jeune fille veuve dont il a condamné le mari à mort et il ira la tuer juste après avoir fini ici. En entendant cela, Tatsumi devient vraiment fou et il passe à travers et coupe l'un des bras d'Ober. Après cela, il saute et le massacre de la même manière qu'il l'a fait avec la Terre plus tôt. Sur ce, il est de retour à la base et rapporte au patron la réussite de sa mission. Akane vérifie s'il est blessé et dit qu'elle est heureuse qu'il soit revenu sain et sauf. Cette mission accomplie, Najanda l'affecte au mien pour sa prochaine formation. Le lendemain, leur base est repérée par des assassins d'une autre nation et ils partent tous pour s'en occuper. Au cours de cette mission, Bulat montre à Tatsumi sa relique impériale, Inkurzio, qui est l'armure qu'il porte aux côtés de sa lance. Son armure lui donne beaucoup de force et d'agilité, tandis que sa lance peut trancher les ennemis comme du beurre. La relique d'Akane est son épée Murasen, qui a la capacité de maudire les gens d'un seul coup, ce qui les empoisonne à mort en quelques secondes. La relique de la mienne est son pistolet à énergie, appelé Pumpkin. Shield utilise une paire de ciseaux massifs appelés Extase qui peuvent bloquer les balles et couper n'importe quoi. Lubok utilise une relique de gants et de fil appelée Crosstail et Leon porte une relique de type ceinture qui lui permet de se transformer en une fille Shakul et améliore tous ses sens et lui donne une force, une vitesse et une régénération surhumaine. Et enfin, notre Tatsumi brandit sa vieille épée rouillée qu'il a rapportée de son village. C'est juste du matériel de niveau tutoriel. Après s'être occupé des assassins, Tatsumi commence son entraînement avec Min le lendemain. Cependant, sa formation commence par quelques explosions d'énergie de sa relique et un rendez-vous shopping tout au long de la journée au nom de l'enquête. Tatsumi a l'impression que c'est une perte de temps, mais Min l'emmène ensuite sur les lieux d'exécution publique où il voit des innocents être pendus et torturés à mort en raison de la politique du Premier ministre corrompu. Le lendemain, ils reçoivent leur prochaine mission qui consiste à tuer un parent éloigné du Premier ministre appelé Edukul. Ils vont tous accomplir cette mission alors qu'une équipe de mine abat Edukul avec ses compétences magistrales de tireur d'élite en utilisant sa relique. Pendant ce temps, le reste du raid nocturne s'occupe des gardes et d'autres hommes de son groupe. Sur le chemin du retour, Min raconte à Tatsumi son passé et partage qu'elle est née à la frontière ouest de l'Empire et qu'elle est à moitié étrangère. Pour cette raison, elle a toujours été considérée comme une étrangère et a été victime de discrimination. Après que l'armée révolutionnaire s'est jointe aux Occidentaux, elle a rejoint le raid nocturne et envisage désormais d'ouvrir la voie à leur victoire pour créer un pays sans préjugés. Et après tout cela, elle veut devenir riche et vivre une vie confortable grâce à sa contribution à la guerre. Après cela, ils se dirigent vers le rendez-vous point pour rencontrer d'autres, mais à ce moment-là, ils sont pris en embuscade par le chef des gardes. C'est un artiste martial spécialisé et il saute sur eux en repoussant Tatsumi et en se dirigeant droit vers le mien. Le mien riposte et le tient à distance, mais il parvient quand même à se rapprocher. Cependant, Tatsui l'arrête en le serrant dans ses bras comme Goku l'a fait avec son frère et dit à Min de l'abattre et de préférence pas comme Piccolo. Le voyant lui accorder autant de confiance, Min prend le coup et accepte ensuite de l'accepter comme membre du raid nocturne. Quelques jours plus tard, Tatsumi commence à s'entraîner à l'escrime avec Bulat à la base. Il aide un Kaim en cuisine et passe le reste de la journée à s'entraîner pour améliorer ses compétences. Un soir, le patron appelle tout le monde dans la salle de réunion et leur parle de leur prochaine cible. Cette fois-ci, ils doivent traquer un tueur en série qui aime décapiter les gens comme un sport. Ils discutent entre eux et découvrent que ce doit être Zhang le bourreau qui est devenu fou et devenu meurtrier. Le patron leur dit que Zhang a volé une relique impériale avant de s'échapper et qu'ils devraient donc tous rester sur leur garde pendant cette mission. Après cela, ils se rendent tous en ville et commencent à patrouiller dans la zone. Tatsuki s'associe à une caméra et il se promène un peu. Pendant leur pause déjeuner, il se met sur le côté pour faire ses besoins et à ce moment-là, il aperçoit Seo au bout de la rue. Il essaie de lui tendre la main, mais elle commence à s'enfuir vers le Colisée. Il décide de la poursuivre. Au Colisée, il s'approche d'elle et la serre dans ses bras en criant son nom, mais se rend compte à ce moment-là qu'au lieu de sa belle amie, il s'accroche en fait à un cinglé survolté.
Bulat doit être jaloux. Tatsumi recule et sort son épée. Le cinglé se révèle être Zank et commence à lire les pensées de Tatsumi avec l'aide de sa relique impériale appelée Spected. Au début, il n'y voit que Bulat, mais ignorons cela et passons à l'action. Tatsumi commence le combat en chargeant avec son épée, mais Zenk l'esquive facilement car son acquis d'observation est trop fort. Tatsumi essaie de frapper à nouveau, mais Zenk se baisse et riposte avec sa lame à main. Il essaie de submerger Zenk avec un barrage de coups de couteau, mais Zenk esquive tout puis riposte de la même manière, coupant les articulations et les muscles de Tatsumi, le rendant complètement inutile. Après cela, Tatsumi rassemble toutes ses forces et parvient à entailler le visage de Zhang en échange de son dos coupé. Il se retourne alors et tombe au sol tandis que le bourreau s'avance pour porter le coup final. Mais à ce moment-là, Akayam intervient et l'arrête. En tant que méchant d'Anaheim, Zhang enlève sa cape sans aucune raison et fait ensuite face à un Khan avec ses deux lames. Akayam charge avec son épée et ils commencent tous les deux à affronter leurs épées avec une grande maîtrise. Akayam note que Zhang la suit en lisant ses pensées, donc elle vide son esprit et au lieu de devenir une idiote comme Luffy, elle parvient à aller de l'avant. Mais Zhang la bloque toujours et lui frappe le dos. Il révèle qu'il peut voir les moindres mouvements de ses muscles grâce à sa relique et qu'il peut réagir à temps. Il utilise ensuite son Jinjutsu pour faire considérer Akame comme sa sœur, Kurom. Il dit que maintenant elle doit voir la personne qu'elle aime le plus et qu'elle ne pourra plus se battre. Il court en avant pour la frapper, mais à sa grande surprise, Akame riposte avec plus de force que jamais et dit que c'est parce qu'elle l'aimait qu'elle a riposté de toutes ses forces pour y mettre fin rapidement. Réalisant qu'Akayam est plus maniaque que lui, il perd la tête et lui lance un barrage de coups de couteau comme un noob. Akayam les part tous, puis termine la bataille avec un coup net à la gorge. Après avoir terminé leur mission, ils rentrent tous chez eux, et le lendemain, Tatsumi se réveille sous la garde de Shield. Il commence son entraînement en le faisant nager dans la rivière tout en portant une armure lourde. Après quelques rounds, il arrive et parle à Shield et elle lui dit qu'il a fait du bon travail et qu'il est important que tous les assassins du groupe soient capables de supporter leur propre poids. Après cela, Tatsumi lui demande quel était son travail dans l'équipe et elle dit qu'étant une tête en l'air, elle a toujours raté tout ce qu'elle essayait de faire et donc elle ne peut plus aider dans la base. Il lui demande comment elle est devenue une assassine et Shield lui raconte son histoire, révélant qu'elle a déjà assassiné l'ex-petit ami abusif de son ami en légitime défense. À ce moment-là, elle se sentait vraiment calme et ne paniquait pas du tout malgré sa maladresse habituelle. Quelques jours plus tard, ses amis lui ont tendu une embuscade dans la rue et lui ont dit qu'ils avaient tué ses deux parents et que c'était maintenant à son tour de mourir. Mais encore une fois, elle s'est sentie vraiment calme dans cette situation, mettant sa vie en danger et s'est simplement levée avec son couteau et les a tous tués les uns après les autres. À ce moment-là, elle se rendit compte que la vis qui était desserrée dans sa tête lui avait normalement donné un talent exceptionnel de tueur et elle devint donc assassine indépendante dans la capitale jusqu'à ce que l'armée révolutionnaire la recrute. Tatsumi se demande s'il est vraiment fait pour être un assassin, mais Shield le rassure en lui disant qu'il ira bien car il est un bien meilleur cuisinier qu'elle. À ce moment-là, Rulat sort également de la rivière avec ses muscles absolument brillants et Tatsumi se demande s'il ira vraiment bien. Après cela, ils entrent dans la base et le patron donne à Tatsumi la relique impériale qu'ils ont récupérée sur Zank. Tatsumi met le bandeau SharinganWish.com et essaie de lire dans les pensées d'Akame. Il devine qu'elle envisage de manger de la viande pour le dîner et Akame dit qu'il a raison, mais Léon dit qu'il n'a même pas encore activé l'arme et Akame n'est qu'un idiot. Sur ce, il s'assoit et essaie d'utiliser la relique et cette fois cela fonctionne, mais rejette rapidement Tatsumi comme son porteur. Le patron dit que la relique ne doit pas être compatible avec lui et donc ils l'enverront au quartier général pour l'étudier. Voyant qu'il existe tant de sortes de reliques, Tatsumi se demande s'il y en a une qui peut ramener les morts à la vie pour faire revivre ses amis, mais tout le monde lui dit qu'une telle relique n'existe pas, sinon le premier empereur qui les a créées aurait été encore en vie. Cela rend Tatsumi vraiment triste et continue à pleurer toute la nuit comme un bébé et sa maman se protège devant ses amis. Le lendemain, il est affecté à Léon et elle l'emmène dans le bidonville où elle a grandi. Là, ils sont pourchassés par des gens qui en veulent à Léon et qui vont leur prêter de l'argent. Lors de leur partie de Tom et Jerry, Katsumi se sépare de Léon et se perd. À ce moment-là, un jeune policier impérial nommé Siru vient vers lui et lui demande s'il est perdu. Tatsumi lui dit qu'il ne connaît pas très bien la région et remarque la relique impériale vivante à côté de la jeune fille. Il joue cool et lui demande de lui montrer hors de l'endroit et ils se séparent tous les deux.
Tatsumi se retourne pour en parler à tout le monde, tandis que la jeune fille décide qu'elle retrouvera la personne qui a tué son mentor, Sir Ogre, et vengera sa mort. Pendant ce temps, le Premier ministre décide de lui envoyer un général fort et de haut rang, alors que Dieff a écrasé l'armée révolutionnaire après son expédition réussie dans le nord où elle a enterré plus de 400 000 hommes des forces ennemies sous la glace grâce à sa relique. De retour dans les bidonvilles, Tatsumi et Léon poursuivent leur mission de nuit. La cible, cette fois-ci, est une mafia de la drogue qui kidnappe des jeunes filles des bidonvilles en les droguant puis en les vendant comme esclaves. Léo désactive sa relique et se transforme en sa forme 4O, puis prend Tatsumi et saute à l'intérieur du bâtiment. Ils confirment leur cible depuis le toit, puis sautent à l'intérieur et commencent à jouer à la mission Fruit Ninja avec un score parfait. Pendant ce temps, Min et Shield s'occupent du patron des trafiquants de drogue et commencent à courir vers la base. Mais en chemin, ils tombent dans une embuscade tendue par Sirou. Le mien commence la bataille en lui tirant dessus avec Pumpkin, mais la relique vivante de Sirou, Koro saute en avant et arrête l'attaque. Sirou commence à leur tirer dessus tous les deux, puis ordonne à Koro d'aller attaquer Shiel, mais elle coupe la tête de la bête avec ses ciseaux. Elle commence à avancer, mais se rend compte ensuite que Koro est toujours en vie et sur le point de l'attaquer, mais Mind la sauve en repoussant le chien avec son tir d'énergie. Elle dit à Shield que les reliques vivantes ont un noyau et qu'à moins que vous ne les détruisiez, elles ne peuvent pas être arrêtées. À ce moment-là, Saria dit à Koro de devenir un Giga-Chad en développant des bras musclés, puis lui ordonne de les attaquer. Shield se tient en avant avec sa relique et l'utilise comme bouclier pour bloquer les coups violents de Koro. Siryu profite de cette opportunité et siffle pour appeler du renfort et les choses commencent à mal paraître pour les filles du Night Raid. Se sentant en danger, Mind repousse Koro avec un tir puissant de Pumpkin et Shield profite de cette opportunité pour attaquer Shiryu et la repousse dans la forêt. En essayant de bloquer ses attaques, Saria fait un faux pas et retombe et Shield lui coupe les deux mains avec ses ciseaux. Mais Shiryu révèle 2 pistolets intégrés dans ses coudes et essaie de lui tirer dessus par surprise, mais Shield bloque simplement les balles avec sa relique puis lui coupe également les bras. Pensant qu'elle ne peut pas gagner autrement, Sirou révèle son atout et libère le chien à l'intérieur de Koro et le fait se transformer en chien enragé dont tout le monde vous a dit de ne pas vous inquiéter. Koro attrape Min et commence à l'écraser et Shield quitte Sirou pour la sauver. Elle parvient à couper le bras de Koro pour sauver le mien, mais Serio profite de cette occasion pour abattre Shield avec une arme intégrée dans sa bouche. Et juste comme ça, Koro la mord en deux et on perd la première meilleure fille du raid nocturne. Bientôt, les renforts arrivent également et entourent Min, mais Shield utilise son dernier souffle pour les aveugler, utilisant tous la capacité spéciale de sa relique pour l'aider à s'échapper. De retour à la base, Min annonce la mort de Shield et tout le monde devient triste avec la nouvelle. Tatsumi perd la tête et décide d'aller la venger, mais Bulat le frappe et lui dit de se calmer pour le moment jusqu'à ce qu'ils élaborent un plan. Mime décide de tuer Siri de ses propres mains et ils mettent tous un terme à leur mission réussie, mais malheureusement à un coût élevé. Pendant ce temps, le SDF retourne dans la capitale et rend compte au Premier ministre de sa victoire. Elle dit qu'elle va désormais reprendre elle-même la mission d'éradiquer le raid des chevaliers et le roi lui demande ce qu'elle aimera comme récompense pour ses accomplissements. Étonnamment, elle répond qu'elle aimerait tomber amoureuse, puis dit qu'elle a un type très spécifique et qu'elle notera ses préférences. Après cela, elle envoie 3 membres de son unité tuer les bons fonctionnaires de la ville qui s'opposent au Premier ministre, puis laisse derrière elle des dépliants avec le symbole du raid nocturne dans l'espoir de les accuser de crime. Le lendemain, Tatsumi se sent déprimé par la mort de Shield et se demande comment Akane peut être si calme. Mais la nuit, il la rencontre et elle fond également en larmes et révèle à quel point elle a le cœur brisé par la mort de son ami, mais elle doit garder ses sentiments sous contrôle afin qu'il n'ait pas d'impact sur sa mission. Le lendemain, le patron appelle tout le monde et leur parle des meurtres des bons fonctionnaires et de leur prochaine mission. Elle envoie Léon explorer la capitale et voir ce que fait Isdit, puis dit que Tatsumi et Bulat, Anakaim et Lubok formeront 2 équipes et garderont l'un des 2 bons fonctionnaires qui sont probablement la cible de l'ennemi et leur mission sera d'abattre l'ennemi qui les accuse de ces meurtres. Le lendemain matin, Tatsumi et Bulat montent à bord de l'énorme bateau de croisière pour accompagner le fonctionnaire qu'ils garderont, tandis qu'Akane et Lubok restent dans la capitale pour surveiller leurs fonctionnaires. Akam souhaite que les gars reviennent sains et saufs de leur mission car elle ne veut plus perdre d'amis. Pendant ce temps, Léon retrouve Esthite et se rend compte qu'elle est un personnage secondaire et qu'elle mourra très certainement si elle l'attaque maintenant. Alors elle fait ce qu'il faut d'intelligent et revient en courant avec la queue entre les jambes.
De retour sur la croisière, Tatsumi monte à bord du pont et surveille le fonctionnaire qu'il est censé garder et se demande comment quelqu'un va les assassiner avec tous ces gens autour. Il se demande s'il devrait se détendre et se détendre un peu, mais Bula le sort de son invisibilité et lui dit de se concentrer sur sa mission et d'être un bon garde du corps. Tatsui note à quel point la fonction d'invisibilité de l'armure de Bula est utile. En entendant cela, Bula dit qu'il le porte depuis qu'il était dans l'armée impériale, lorsqu'il combattait le plus durement, mais qu'en fin de compte, cela n'avait pas d'importance parce que son général avait été accusé à tort et emmené à la cour royale simplement parce qu'il ne voulait pas soudoyer le Premier ministre. Mulat fait de son mieux pour riposter, mais le général est emmené dans la capitale et on n'en entend plus jamais parler. Après cela, ils ont également qualifié Mulat de criminel et il s'est donc enfui avec Incursio et a rejoint l'armée révolutionnaire pour lutter contre le gouvernement corrompu. Une fois son histoire terminée, Incursor dit qu'il s'ennuie aussi et que son invisibilité commence à s'estomper. Lula dit qu'il devra enlever l'armure pendant un moment, alors il laisse le pont à Tatsumi et entre pour se recharger. À l'heure du déjeuner, tout le monde commence soudainement à entendre jouer de la flûte, ce qui fait que tout le monde s'endort. Tatsumi pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas et il sort sur le pont pour voir s'ils sont attaqués. Et à juste titre, le plus bruyant des trois hommes de son voleur, Deidora, sort de l'obscurité. Il lance une large épée vers Tatsumi et lui dit de l'affronter dans une bataille. Il dit qu'il veut acquérir de l'expérience afin d'être le plus fort qui soit, puis il sort également ses haches de combat. Tatsumi commence la bataille comme un idiot comme toujours et lance un large coup sauté avec son épée, mais Deidara le fait reculer avec un puissant coup de hache. Après cela, il lance une des haches vers Tatsui comme un Draven. Tatsui essaie de l'esquiver mais est touché sur le chemin du retour. Dagdara révèle le nom de sa relique impériale comme étant Belvark, puis lance à nouveau l'une des haches. Tatsuki pense qu'il est intelligent et peut réaliser une action de disque destructo de Goku Freezer sur lui, mais Bulat le frappe entre son assaut suicidaire et dit que c'était une nouvelle pièce. Deganara demande qui il était et pourquoi il n'est pas affecté par la musique de flûte, et Bulat dit que c'était dû au niveau de masculinité d'Andrew Tate qu'il possède. Il remarque la blessure sur sa jambe et se rend compte qu'il se moque de sa masculinité et il vient de se poignarder la jambe pour sortir du Janjutsu. Bulat dit à Tatsuvi de surveiller son combat de près et se retourne pour lui faire face. Il crie en Cursio et équipe son armure comme Sailor Moon, mais à ce moment-là, ces trois hommes lui sautent dessus en même temps. Tatsuvi pense qu'il est fini, mais Bulat frappe instantanément les deux intrus et divise Deidara en deux avec sa lance comme un coup final tout droit sorti de Mortal Kombat. Tatsumi se rend compte que Bulat est en fait très fort et Bulat lui dit de prendre des notes et de faire attention à son environnement. À ce moment-là, l'un des hommes se lève et commence à marcher vers Bulat en l'appelant par son nom et se révèle être le général Laver, le type que Bulat a servi à l'époque où il était dans l'armée et celui qui a été injustement emmené à la cour royale. Après leur retrouvaille pas si touchante, ils commencent tous les deux à se battre et Liver révèle sa relique impériale qui a la capacité de contrôler les fluides. Il commence la bataille en créant plusieurs serpents d'eau et attaque Bulat, mais il les affronte de front et les traverse avec facilité. Pendant ce temps, Tatsumi s'occupe du souffleur de flûte, Nao, et l'engage dans la bataille. Liver commence à devenir sérieux et attaque Bulat avec plusieurs jets d'eau, alors qu'il est dans les airs, mais Bulat en sort quand même victorieux et charge avec sa lance vers Liver. Nao intervient en l'attaquant, mais Bulat le repousse simplement d'un côté, le remettant à sa place. Il fait ensuite face à Liver une fois de plus, et à ce moment-là, Encarzio s'estompe et Bulat remarque que Liver ne peut pas non plus utiliser sa relique en raison d'une utilisation excessive. Les choses semblant égales, ils commencent tous les deux à se battre avec des épées, et Bulat parvient à couper Liver, mais pas avant d'avoir injecté une partie de son sang empoisonné à Bulat. Maintenant, avec deux hommes à terre, seul Nao est laissé derrière, mais Bulat est en mauvais état et Tatsumi a déjà perdu contre lui une fois. Nao utilise la capacité cachée de sa relique et utilise ses pouvoirs pour se transformer en un mec amélioré. Pour lui donner une chance, Bulat donne à Tatsumi la clé d'Incursio et lui dit de la prendre. Après avoir pris la clé, Tatsumi la remplit de son esprit et Incursio ressort en chair et s'adapte pour s'ajuster aux mesures de Tatsumi. Après avoir terminé sa transformation en Sailor Moon, Tatsumi et Buff s'affrontent maintenant et Tatsumi finit par lui tirer dessus avec son nouveau pouvoir. Une fois de plus, ils terminent leur mission avec succès et récupèrent 3 nouvelles reliques des ennemis, mais au prix de la vie de Bula.
Quelques jours plus tard, le patron se rend au quartier général pour livrer les reliques qu'ils ont récupérées lors de leur récente mission et demander du renfort car ils ont déjà perdu 2 membres forts de leur groupe. Elle laisse un Kaim aux commandes et la laisse former les autres en son absence. La mienne se remet également de ses blessures et commence son entraînement aux côtés de tout le monde. D'un autre côté, SD forme une unité de 6 porteurs de reliques appelés Jäger. Je suis sûr qu'elle aimait l'attaque de Titan autant que tout le monde. Dans son nouveau groupe, il y a un garçon de la campagne nommé Wave qui a servi dans la marine impériale et qui ressemble à Tatsumi à 2 points. Il y a Kurom qui est la sœur cadette d'Akame, la folle Seryu, un médecin appelé Stylish, le mec pas du tout effrayant, Bol, et le mec qui pense qu'il est cool, Run. Après leur présentation, il s'assoit avec Esteve et elle dit qu'elle cherche à tomber amoureuse de quelqu'un et qu'ils recherchent également quelqu'un compatible avec la relique des ciseaux qu'ils ont reçue du Shield. Pour trouver un guerrier approprié, ils décident d'organiser un tournoi d'arts martiaux dans la ville. De retour dans la capitale, Patsui se rend au magasin de Lubbock où ils ont une base secrète au sous-sol. Patsui lui pose des questions, ainsi qu'à Léon sur ses dents et pourquoi tout le monde la craint, et il lui parle de sa façon brutale de se battre et de sa nature folle de combat. Après cela, Lubbock lui dit de participer au tournoi pour la voir de plus près s'il le souhaite, et peut également renvoyer l'argent à son village s'il gagne. Tatsumi décide d'accepter cela et inscrit son nom dans l'événement. Le jour de l'événement, il passe la serpillière avec ses adversaires et parvient à afficher un grand sourire lorsque tout le monde l'acclame. On découvre qu'Asdeep recherche un jeune homme fort qu'elle sait manipuler et qui a un sourire innocent. D'une manière ou d'une autre, Tatsumi répond à tous ses critères et elle tombe amoureuse de lui au premier regard. Elle saute de son stand et s'approche de lui et lui dit qu'elle le récompensera personnellement pour avoir gagné son combat. Puis elle lui met un collier autour du cou et s'en va et notre garçon se fait kidnapper par elle juste comme ça. De retour à la base, tout le monde décide d'élaborer un plan pour sauver Tatsumi et déplacer également leur base plus loin dans les montagnes. La nuit suivante, Isdief emmène Tatsumi à l'une de leurs missions où elle lui dit de regarder les Jäger vaincre les forces ennemies. Elle dit qu'il sera une unité de secours des Jäger et qu'elle le formera personnellement. Tatsumi se demande s'il peut profiter de cette opportunité pour amener Asdit à leur côté, mais il a en même temps peur de sa force. Plus tard dans la nuit, Rovi essaie de la convaincre, mais Asdit dit qu'elle croit en la survie du plus fort et qu'elle ne peut pas se ranger du côté de l'armée révolutionnaire. Patsubi devient folle après avoir entendu cela et refuse de lui rendre ses sentiments. Après cela, elle l'attache et demande à tous les membres de son unité si quelqu'un a eu une expérience avec l'amour. Étonnamment, Bowles a une femme depuis 6 ans maintenant et il lui dit que la persévérance est la clé et même lui a été rejeté les 2 premières fois. Asdeep prend des notes et décide de le convaincre. Le lendemain, Tatsumi fait les présentations avec le reste des membres du groupe et découvre leurs antécédents, notamment le fait que Kurom était la sœur d'Akame. Après cela, il est affecté à une mission de chasse et est également associé à sa version Wave. En chemin, ils se parlent et Tatsumi se rend compte que Wave est en fait un bon gars et pense qu'il se bat pour la justice en étant dans l'armée impériale. Ils combattent tous les deux une transe d'arbre pendant un moment et Tatsumi profite de cette opportunité pour s'échapper avec l'aide de l'invisibilité et de la vitesse d'Enkurzio. Après avoir affronté toutes les bêtes dangereuses, Wave se rend compte que Tatsumi s'est échappé et il pense à faire pipi dans son pantalon en imaginant le visage en colère de SD. Il décide alors d'utiliser sa relique, Grand Chariot, dont la surprise est en réalité un Curcio 2.0. Il zoome ensuite à grande vitesse et rattrape finalement Tatsumi alors qu'il porte un Curcio. Il pense qu'il s'agit en fait de Blot ou de quelqu'un d'autre du raid nocturne et commence à le combattre de front. Tatsumi décide de s'enfuir quand même, mais Wave se révèle beaucoup plus fort et plus rapide dans tous les sens, et il transperce même l'armure d'Enkurzio d'un coup de pied. Il jette Tatsumi dans la rivière et Tatsumi profite de cette opportunité pour s'échapper en utilisant l'invisibilité d'Inkursu, qu'il ne peut conserver que quelques secondes. Wave pense qu'il s'est échappé et décide de courir devant lui et de le chercher. Pendant ce temps, Tatsumi est attaqué par une bête dangereuse alors qu'il est à terre, mais un KM le sauve et ils retournent tous à leur base aux côtés de Lubbock. De retour à la base, Katsumi leur parle des reliques et des capacités des Jäger et de tout ce qu'il a découvert lors de son séjour là-bas. Il dit qu'ils sont tous aussi forts qu'eux, mais Istif est une toute autre histoire. En entendant cela, Istif dit que même si elle est forte, Esteve a une faiblesse, c'est qu'il est vivant
et tant qu'elle aura le cœur battant, sa relique pourra la vaincre d'une seule égratignure. D'un autre côté, dans la capitale, STF punit Wave pour avoir laissé s'échapper Tatsumi et Kurzio et lui dit que l'échec n'est pas une option pour lui la deuxième fois. Siru ne parvient pas non plus à les retrouver, mais le docteur, Stylish, découvre la base des raids nocturnes à l'aide de ses expériences Shimra. Mais au lieu d'en parler à SDF, il décide de les éliminer tout seul avec son armée de prisonniers mutants. Il commence l'attaque avec l'un des hommes Shimra, prenant Leon par surprise et la tuant soi-disant. À ce moment-là, Lubok découvre qu'ils sont attaqués grâce à sa relique et en informe tout le monde. Il est attaqué par un groupe de chimères flexibles qui sont difficiles à couper avec sa relique en fil de fer, mais il parvient à en abattre une en créant une lance avec son fil et en transperçant l'ennemi avec. Après cela, il est pourchassé par un groupe d'ennemis similaires, mais Hakan vient à son secours et les massacre tous en 1000 morceaux en un instant. À ce moment-là, elle est attaquée par une chimère méchinoïde dont le corps est en fer et donc résistant au poison de Murasame. Elle se bat avec lui pendant que Lubok s'occupe de 2 golems de fer. Pendant ce temps, Tatsumi saute hors du bâtiment équipé d'Ankurgyo et commence à frapper un groupe de PNJ anonymes avec ses coups de poing. Il est alors défié par un Italien qui possède des boucliers ciseaux. En regardant Xtess, Tatsumi devient furieux et il charge pour tuer un gars, mais il riposte avec les ciseaux et brise son protège-bras. Tatsumi essaie de le frapper à nouveau, mais il le repousse et commence à avancer pour lui porter le coup final. Mais à ce moment-là, Mine entre en scène avec sa citrouille et incite le gars à l'attaquer. Elle charge son arme, laissant l'homme se rapprocher, augmentant sa puissance, puis on lui tire dessus sur Narnia et récupère Xtase. Le docteur Stylish se sent mal d'avoir perdu la relique impériale, mais à ce moment-là, ils remarquent tous une raie manta géante, une bête dangereuse qui les survole avec le Jenda et 2 nouveaux membres du raid nocturne. Pendant ce temps, Akayam et Lubek achèvent leurs adversaires et rejoignent le reste d'entre eux à l'extérieur. L'homme Shemra qui a attaqué Léon essaie d'attaquer sournoisement le mien depuis les buissons, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Léon lui tire dessus pour rencontrer également l'Italien Machu à Narnia. Elle révèle qu'elle vient de guérir les dégâts avec sa relique et qu'elle allait donc bien. Après cela, ils se rassemblent tous et sont entourés par tous les Kimura restants. Ils décident de les achever rapidement, mais soudain, ils tombent tous sauf Tatsumi qui porte Nkurzio. Le docteur Stylish révèle qu'ils ont libéré un poison paralysant sur le terrain et que cela prenait effet maintenant. Tatsumi pense à protéger tout le monde seul, mais à ce moment-là, le patron envoie l'une des nouvelles recrues pour montrer sa force. Le gars aux cheveux bleus, Susano, brandit son énorme arme blanche et commence à tuer tous les ennemis de la zone avec facilité. Médecin. Stylish décide de faire exploser les morts dans l'espoir de faire tomber Susano également, mais il guérit simplement toutes ses blessures, révélant qu'il est lui-même une relique impériale humanoïde. En voyant tous ces hommes vaincus, Docteur, Stylish décide de s'enfuir, mais Susano le rattrape bientôt et l'arrête. Le médecin décide alors de les affronter et s'injecte un sérum spécial qui le transforme en titan géant. En regardant l'énorme bête, le chevalier Rei décide de jouer à l'attaque du titan et ils commencent de tous à le combattre. Susano bloque ses mouvements tandis que Tatsumi emmène un Kim avec lui pour atteindre la tête du titan, là où se trouve le vrai corps du docteur. Mais renverse le titan avec son tir d'énergie et Akame termine la bataille en le coupant et en tuant le docteur avec son poison. Après s'être occupés des ennemis, ils retrouvent tous la patronne qui leur présente les nouvelles recrues. Ils se déplacent tous vers un endroit beaucoup plus éloigné dans les montagnes, où ils seront difficiles à localiser, et les présentations commencent. Tout d'abord, c'est Chelsea, qui est un assassin talentueux qui compte presque autant de victimes qu'Akam. Elle est mignonne et joyeuse, parvient à apprivoiser une canne avec des bonbons et a même eu un mauvais côté en se moquant d'elle. D'un autre côté, Susano est un beau mec chamois dont la capacité spéciale est d'être maman. Il peut cuisiner, nettoyer, faire la lessive, gérer les finances et même vous construire une maison. Tout le monde commence à se retrouver seul, à part Lubok, qui considère Susano comme une compétition virile pour lui, bien qu'il soit une relique, et le mien qui est juste ennuyé par Chelsea. De retour dans la capitale, Sario pleure la mort du médecin qu'elle considérait comme son mentor, après qu'Ogre et Esdiv soient venus la réconforter et lui ont fait consacrer sa vie. Wave marche aux côtés de Kurum et décide d'être un homme et d'encourager Siryu comme sa maman le lui a conseillé quand il était petit, mais il se trouve trop tard quand il voit Esdiv et Siryu s'embrasser. De retour à la nouvelle base de Night Raid, le patron dit à tout le monde que leur dernière bataille pour la révolution approche et qu'ils passeront donc le mois prochain à s'entraîner et à améliorer leurs compétences.
Après un montage d'entraînement en montagne, ils se sentent tous plus forts et Tatsumi devient également capable d'utiliser la lance d'Inchircio. Nous découvrons également que Susanoo dormait après la mort de son dernier maître, mais il a décidé de suivre le patron parce qu'elle ressemble à son ancien maître et la relique impériale de Chelsea est un kit de maquillage qui lui permet de changer complètement de forme et de taille et de se transformer en n'importe quel autre être vivant. Après un mois d'entraînement, Chelsea les regarde tous et dit que ce sont de bons combattants, mais tout comme les membres morts, ils ne sont pas encore assez bons et ils doivent s'endurcir. Cela rend Lubok, Tatsumi et Mai fous car ils pensent de quelle insulte Bulat et Gilles et ils décident donc de lui faire une farce pendant la nuit. Tout d'abord, Lubok et Tatsui élaborent un plan pour lui mettre un seau d'eau sur la tête pendant qu'elle prend son bain de nuit, puis la mettre dans l'embarras. Mais en réalité, Lubok veut juste voir à quel point il peut pousser sa chance en tant que voyeur et envoie Tatsui en avant avec son caprice d'invisibilité. Tatsumi décide de se faufiler sur elle et commence à avancer avec le seau. Mais soudain, Susanoo sort de l'eau à la place de Chelsea et il lui dit qu'il peut sentir sa présence même s'il ne peut pas le voir. Cela fait prendre conscience à Tatsumi de sa faiblesse et il se montre honnête et s'excuse auprès de Susanoo. Soudain, Susanoo retourne à Chelsea et elle révèle qu'elle a remarqué sa présence se rapprocher. Alors elle a décidé de lui en tirer une avec sa relique, puis lui dit que sa dernière équipe est morte dans leur mission et qu'elle était la seule survivante et c'est pourquoi elle leur a dit de s'endurcir car elle ne veut perdre personne d'autre. En entendant cela, Tatsumi se rend compte de son erreur et s'excuse auprès d'elle puis s'en va, mais pas avant qu'elle ne l'avertisse de ne jamais la regarder, sinon elle le coupera. Quelques jours plus tard, un nouveau problème commence à surgir dans la capitale. Un groupe de bêtes dangereuses humanoïdes commence à apparaître dans la forêt et les mines et attaquent et mangent tous ceux qu'elles rencontrent. Mais les choses commencent à empirer lorsqu'ils commencent à pénétrer par effraction dans les maisons et à dévorer les gens vivants. À ce moment-là, leur nombre ne cesse de se multiplier, ce qui devient un véritable désastre pour la capitale. Le Premier ministre envoie Astif et son escouade capturer certaines bêtes pour son plaisir, tandis que le reste de l'armée impériale reçoit l'ordre de les faire tomber. Ils accomplissent leur mission en toute simplicité avec l'aide du général des glaces, et elle ordonne à Ron d'enquêter sur les origines de ces nouvelles bêtes dangereuses et de voir si elles ont un lien avec la disparition du Dr Stylish et ses expériences humaines. Pendant ce temps, le reste des jageurs attendent leurs nouveaux ordres et se parlent. Wei se sent furieux que les gens jugent Bowles en raison de son apparence et qu'il est en fait un gars vraiment sympa. Mais Bowles révèle qu'il n'est pas du tout un bon gars car il a brûlé vif des villages et des gens lorsqu'ils lui ont donné des ordres, même lorsqu'ils ont demandé grâce et ont clamé leur innocence jusqu'à leur dernier souffle. À ce moment-là, sa belle épouse et sa fille arrivent avec son déjeuner et Wave se rend compte qu'il est vraiment un perdant comparé au taureau en matière de romance. Après son enquête, Ron rapporte qu'il s'agissait bien d'êtres humains qui ont été transformés en bêtes dangereuses et que cela doit être l'œuvre d'une relique impériale, sinon il pourrait s'agir de spécimens ayant échappé au docteur. Le laboratoire du style. Comme Dehav lui dit d'examiner la question plus en profondeur et de voir s'ils se sont échappés ou s'ils ont été délibérément laissés sortir et s'il y a un cerveau derrière cette attaque. De retour dans la forêt, Tatsumi continue son entraînement aux côtés de Susanoo quand Hakem arrive pour lui parler de leur nouvelle commande. Ils retournent tous à la base et le patron leur parle des bêtes humanoïdes dangereuses qui attaquent les gens et sont apparues dans la forêt de nulle part. Cette fois-ci, leur objectif est le même que celui de la capitale impériale, tuer les monstres qui font du mal aux gens. Ils opéreront de nuit pour éviter tout accrochage avec l'armée impériale et resteront discrets jusqu'à la bataille finale des révolutions. Au début, Chelsea est sceptique quant au fait de jouer le héros et de sauver les gens, mais Tatsumi la convainc du contraire avec quelques paroles sans jutsu et a l'air vraiment cool. Eh bien, cela aurait été vrai si sa braguette n'avait pas été ouverte et Susanoo lui en avait parlé avant toute la réunion. Pendant la nuit, Tatsumi fait équipe avec Lubok et patrouille dans les montagnes à la recherche des bêtes dangereuses, mais il n'en trouve aucune. En chemin, il demande à Lubok pourquoi il appelle la patronne par son nom plutôt que d'appeler sa patronne, et il révèle qu'ils se connaissent bien avant la formation de l'armée révolutionnaire. Il lui raconte que lorsqu'il était jeune, il appartenait à une riche famille de marchands, alors il s'est ennuyé du monde car il avait tout dès son plus jeune âge. Tout semblait ennuyeux jusqu'à ce qu'un agenda soit assigné à sa ville, et il tomba amoureux d'elle au premier regard. Après cela, il a rejoint l'armée impériale et a gravi les échelons pour être avec elle, et quand ils ont rejoint l'armée révolutionnaire,
Il l'a fait par amour et a fait en sorte que ses archives donnent l'impression qu'il était mort au combat. En entendant son histoire, Tatsui dit à Lebok d'arrêter d'être un pervers et de jeter un coup d'œil aux autres femmes, puis se dirige vers le sommet de la montagne pour une enquête finale de la région. Au sommet, il regarde autour de lui et ne trouve aucune bête dangereuse. Il déséquipe l'incursion et décide de redescendre, mais soudain, SD tombe du ciel tel un ange sanguinaire prêt à vaincre le raid nocturne. Nous découvrons qu'elle effectuait une patrouille nocturne aléatoire et qu'elle a vu quelqu'un sur la montagne et a pensé que c'était l'ennemi, mais dès qu'elle descend et se rend compte que c'est Tatsumi, son expression change. À ce moment-là, ils sont pris en embuscade par une douzaine de bêtes dangereuses et Tatsumi pense que c'est sa chance de s'échapper, mais Isdit les tue tous instantanément et lui fait à nouveau face. Elle s'avance ensuite et le serre dans ses bras par derrière et lui dit qu'elle était en patrouille et qu'elle était si heureuse de l'avoir croisé. Elle lui demande alors ce qu'il faisait là-bas et Tatsui dit qu'il combattait les bêtes dangereuses et qu'il s'était entraîné. Isdiv lui demande s'il a rejoint l'armée révolutionnaire et il répond que ce n'est pas encore le cas, mais il ne change pas d'avis à ce sujet. Elle le félicite pour son entraînement et pour être devenu si fort, puis se retourne pour appeler la personne qui se cache derrière les rochers. Soudain, un homme aux cheveux argentés et cagoulé sort, et il utilise sa relique Shamala et les téléporte tous les deux sur une île isolée. Sur l'île isolée, Tatsumi se demande si c'est une illusion et demande à Esdit de le pincer. Elle l'embrasse à la place et dit que c'est la réalité car elle peut tout ressentir bien. Elle dit que cela doit être la capacité de manipuler l'espace et que Guy doit être un puissant utilisateur de reliques et se demande qui il pourrait être. Après cela, elle utilise ses pouvoirs de glace pour créer un énorme pilier et ils essaient tous les deux d'avoir une vue sur leur environnement. Ils se rendent compte qu'ils sont au milieu de la mer et qu'il n'y a que de l'eau tout autour d'eux. À ce moment-là, un titan géant mutant sort de la forêt et commence à les attaquer. Tatsuki note que cela ressemble à l'apparence du Docteur Élégant dans sa forme finale et à la façon dont il a fallu toute leur équipe pour l'abattre. Il se demande comment ils parviendront à le vaincre, mais Esdif montre simplement ses pouvoirs démoniaques et déchire l'énorme titan plein de trous avec ses lances de glace. Le titan est cependant toujours en mouvement, mais Tatsumi se précipite et le tue en attaquant son corps principal. À ce moment-là, un autre titan sort et tente de les attaquer par derrière, mais Esdit l'écrase sous une énorme boule de glace qu'elle invoque de nulle part. En la regardant, Tatsumi réalise à quel point elle est forte et se demande comment Akame va la vaincre. Après cela, ils se reposent tous les deux et reprennent leur souffle, et Tatsumi lui demande ce qu'ils vont faire maintenant. Elle dit qu'ils parcourront l'île et étudieront les environs pour savoir où ils se trouvaient, puis trouveront un moyen de revenir en arrière. Ils passent le reste de la journée à faire exactement cela, et Esteve profite de ce rendez-vous en couple avec Tatsumi. Cette nuit-là, elle tente à nouveau de séduire Tatsumi, mais il refuse ses avancements à moins qu'elle ne change d'avis sur l'aide au Premier ministre. Après cela, Esdiv le ramène à leur point d'apparition sur l'île et dit qu'il est probable que l'utilisateur de la relique ne puisse les envoyer que vers des endroits qu'il a marqués avec sa capacité et qu'il ouvrira donc très probablement à nouveau ce portail à l'avenir. Et ils peuvent attendre que cela se produise pour revenir en arrière. En plus de cela, elle peut également apprivoiser une bête dangereuse et ils peuvent la ramener à la capitale. Après cela, elle pousse Tatsui vers le bas et lui dit qu'elle veut profiter un peu plus de son temps avec lui là-bas et lui demande comment il a appris la voie de l'épée. Tatsui lui dit qu'il vient d'un village et qu'il y avait un soldat à la retraite qui lui a appris à utiliser son épée ainsi qu'à forger des armes. Il voulait acquérir beaucoup de compétences pour pouvoir réussir dans la capitale. Il l'interroge alors sur son passé et elle lui révèle qu'elle était la fille du chef d'une tribu du Nord. Elle a grandi dans un environnement difficile où c'était toujours la survie du plus fort et c'est ainsi que son père l'a élevée. Un jour, les habitants du Nord ont attaqué leur tribu et ont également tué son père, mais pour elle, c'était simplement la preuve que leurs ennemis étaient plus forts et qu'elle devait donc devenir plus forte elle aussi si elle voulait vivre dans ce monde. Après que sa tribu ait été tuée, elle a vécu seule en traquant les bêtes dangereuses jusqu'à ce que leur nombre commence à diminuer et elle a donc déménagé dans la capitale et a rejoint l'armée. Pour elle, cela ne changeait que de tuer des bêtes à des humains, et cela n'avait aucune importance. Après cela, il lui pose des questions sur sa relique, et elle dit qu'elle possède le sang d'une bête dangereuse qui lui permet de contrôler totalement l'élément glace, et cela renforce également son envie de tuer les autres et de devenir plus forte. En entendant son histoire, Tatsumi se rend compte que peu importe ce qu'il ne peut pas faire changer d'avis, il se sent triste et effrayé à l'idée de la considérer comme un ennemi dans le futur. De retour dans la capitale, on découvre que le type aux cheveux argentés était le fils du premier ministre nommé Sura.
Il libère sa relique et ouvre le portail, et Tatsumi entre en premier pour échapper à Esdif. Une fois de retour, il équipe Ancursio et devient invisible et se cache derrière un rocher comme un poulet jusqu'à ce qu'Esdif parte et pense que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ce seront ses ennemis. Après son départ, Tatsumi retourne à la base et rapporte tout ce qu'il a découvert sur elle au patron et au reste de ses amis. Nous découvrons également que la patronne est dans la vingtaine si quelqu'un se demandait. Ils prennent leur repas et elle dit que l'armée révolutionnaire fera son premier pas vers le renversement du gouvernement corrompu et ils discuteront de leur stratégie après le repas. Elle commence par expliquer qu'il existe un groupe religieux appelé Chemin vers la paix qui a récemment gagné de nombreux adeptes et s'est considérablement développé à l'Est. Ce groupe prendra bientôt les armes contre le gouvernement corrompu et amènera le peuple à combattre les forces de l'Empire. Tatsumi dit que s'ils ne devraient pas les arrêter, cela entraînerait sûrement beaucoup de morts, mais le patron lui dit que les habitants de la nation en ont assez et qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour faire place à un avenir meilleur. Elle dit ensuite que dans le passé, de telles forces ont également tenté de combattre l'Empire comme les habitants du Nord, mais que l'Empire a toujours réussi à les vaincre. C'est pourquoi cette fois, ils vont faire équipe avec eux et frapper l'Empire de tous côtés. Dans le même temps, lorsque l'insurrection religieuse commencera, l'armée révolutionnaire lancera une attaque à grande échelle depuis le sud, tandis que ses alliés de l'ouest envahiront l'Empire, ce qui entraînera également une attaque sur 3 fronts. Elle dit que l'Empire a stationné la plupart de ses forces dans le sud pour combattre l'armée révolutionnaire, mais qu'en raison de la corruption et d'émotions injustes, la plupart des officiers ont décidé d'aider à renverser le gouvernement et laisseront passer l'armée révolutionnaire avec une capitulation sans effusion de sang. Dans tout ce chaos, l'Empire enverra très probablement le commandant en chef Budo pour faire face aux forces qui se rendent, et ce sera leur chance d'infiltrer le palais et de renverser le Premier ministre Honest. Elle raconte alors que leur mission est de s'en prendre au conseiller du fondateur de Path of Peace. Il s'avère que le conseiller Balak est en réalité un espion envoyé par le Premier ministre pour prendre le contrôle du groupe religieux. Il mélange la nourriture de ses partisans avec de la drogue et en fait ses marionnettes. Leur mission est de le tuer pour que l'insurrection religieuse puisse commencer sans problème. En plus de cela, le quartier général leur demande d'abattre les taureaux et les kuroms des Jaegers car ils peuvent s'avérer de redoutables ennemis dans cette guerre. Alors pour commencer, ils utiliseront la marque sur leur dos et attireront les Jaegers hors de la capitale, puis les affronteront dans une bataille finale pour se débarrasser d'eux avant le début de la révolution. De retour dans la capitale, Run informe Isdit qu'une mine des caïmans du raid nocturne a été repérée près du côté est de la rue Romery. Asdif lui donne immédiatement l'ordre de rassembler les Jaegers et ils se lancent à la traque de leur cible. Les espions de l'armée révolutionnaire les voient trop quitter la capitale et envoient un oiseau porteur à la patronne et l'informent du départ d'Asdiev avec son groupe. Nanjenda a décidé d'aller vers l'est vers le chemin de la paix, tandis que le reste du raid nocturne s'est dirigé vers l'ouest, révélant seulement Kain et Mai qui figurent déjà sur les avis de recherche. Istif se rend compte de cette coïncidence et se rend compte que leur plan doit être de les attirer et de leur tendre une embuscade. Elle décide de diviser son groupe en 2 équipes où elle, Siru et Ran iront vers l'est après Nagenda et le reste des Jaegers iront vers l'ouest après Akam et Kurom. Ils mettent ce plan à exécution, Kurom agite dans des bols, se dirige vers l'ouest pour faire face aux miens et à Akam. En chemin, ils aperçoivent un drôle d'épouvantail au milieu du chemin et se demandent de quoi il s'agit. La mienne essaie d'abattre Kermu à distance, mais elle l'esquive au dernier moment. À ce moment-là, Susanoo sort de l'épouvantail et frappe Wave, l'envoyant voler comme une fusée d'équipe. À ce moment-là, Magenta apparaît aux côtés du reste des membres du raid nocturne, révélant que tout s'est déroulé selon leur plan et que maintenant, ils avaient acculé Kurom et Bowles. Akane fait face à Kurom, tandis que Tatsumi Leon et Magenta se tiennent devant Bowles. Les choses semblent bonnes pour eux, mais Kurom libère ensuite sa relique Yatsufusa, qui a la capacité d'invoquer et de commander les morts et d'ajouter toute personne qu'elle tue avec son épée dans son armée de zombies. La bataille commence alors qu'elle invoque les restes d'une bête géante dangereuse de classe ultra, Destagul, aux côtés de 7 autres zombies de ses amis morts. AKM considère cela comme une chance car ses réactions seraient plus lentes en raison du contrôle de 8 corps à la fois et charge directement vers Kurum. Ils commencent tous les deux à affronter des épées, mais le zombie de l'un de leurs amis d'enfance en fait un 2 contre 1 pour un Caïm et elle est forcée de quitter la Destagul. Bowles profite de cette opportunité pour la renvoyer avec sa relique de lance-flamme, mais Tatsumi intervient et la sauve à temps. Il lui dit de ne pas perdre son sang-froid pour qu'il puisse gagner en équipe.
Elle ordonne ensuite à la bête dangereuse de traverser le canyon avec son souffle énergétique, et le raid nocturne profite de cette opportunité pour se cacher dans la forêt et tendre à nouveau une embuscade à Kurom. La mienne essaie de l'abattre une fois de plus, mais elle est arrêtée par 2 zombies, l'un brandissant une lance et l'autre 2 pistolets. AKM s'engage dans un combat avec des taureaux tandis que tout le monde se bat dans une bataille à 2 contre 1. Susanna dit à Magenta qu'il peut s'occuper de la Destagoule, elle devrait donc aider les autres, et elle continue en aidant Léon qui fait face aux zombies d'un ancien général de l'armée impériale semblable au patron. Ils parviennent tous les deux à le repousser, mais Kurom profite de cette distraction et coupe rapidement un des bras de Léon. Léon utilise sa force bestiale pour arrêter le saignement, puis suit les ordres du patron pour aider Akame à vaincre les Bulls. Elle continue à l'aider à lutter contre les Bulls et un autre zombie qui était autrefois un puissant garde du corps. Pendant ce temps, Najanda se bat contre l'ancien général et parvient à lui couper la tête. Mais étant un zombie, le corps continue de bouger et elle devient vraiment folle en regardant le corps mutilé de son ami décédé. D'un autre côté, Susano occupe la bête géante dangereuse et Magenta lui permet d'utiliser sa capacité cachée si nécessaire. Dans le même temps, Tatsumi se bat contre un zombie bête dangereuse gorille aux côtés d'un autre zombie masqué. Cela a un peu de mal avec les deux le ciblant en même temps, mais il obtient ensuite de l'aide de Chelsea et il parvient à couper le zombie masqué en 2. Après cela, il détruit le zombie de la bête dangereuse gorille avec ses coups de poing renforcés par Incursio. Mayan s'occupe également du tireur qui la combat, mais elle est ensuite capturée par le zombie d'une bête dangereuse grenouille. Kurom arrive sur les lieux et lui dit qu'il est tout à fait approprié qu'elle meure de la même manière que son ami Shil, et la grenouille la mange avec sa relique. À ce moment-là, Tatsumi arrive et commence à combattre le zombie lancier de Kurum. D'un autre côté, Susano active sa capacité cachée qui lui permet de drainer la force vitale de son maître et de passer en mode berserker. Il utilise ce pouvoir pour détruire la bête dangereuse de classe ultra en une seule attaque, puis prend l'initiative de se regrouper avec Tatsui. Main se fraye également un chemin à travers l'estomac de la grenouille et ils entourent tous Kurom et la marionnette. Pendant ce temps, Akaya parvient à couper les jambes du garde du corps zombie et charge directement sur Balls, et Leon utilise cette distraction pour l'abattre. Mais elle reçoit une balle dans le bras par le garde du corps qui tombe. Alors elle mord simplement la relique dans les mains de Balls avec ses mâchoires bestiales. Ils lui disent de se rendre car il ne pourra plus utiliser sa relique maintenant, et Balls dit que oui, il ne peut pas l'utiliser, alors il les fera tous exploser à Narnia. Il jette sa relique en l'air puis la fait exploser, provoquant une explosion massive. Tatsumi protège tout le monde autour de lui en agissant comme un bouclier grâce à Incursio, et Léon sauve Akam en saisissant le bouclier zombie du garde du corps et en organisant elle-même l'explosion. Elle dit qu'elle ira bien grâce à la capacité de régénération de sa relique, mais qu'il lui faudra un certain temps pour récupérer. Kurom parvient également à échapper à l'explosion et, étonnamment, Bulls s'en sort également vivant et court dans la forêt. Il pense faire à nouveau équipe avec Kurom, mais sur son chemin, il trouve une petite fille qui pleure près d'un arbre à cause d'une blessure au genou. Il s'arrête pour l'aider et la fille le poignarde avec une aiguille empoisonnée et se révèle être Chelsea déguisée en enfant d'un village que Balls a autrefois incendié. À ce moment-là, Lubbock arrive également sur les lieux et lui dit que Karom s'est échappé, mais il connaît sa direction. Chelsea dit qu'elle la poursuivra et l'achèvera, sinon elle aura plus de zombies et les attaquera à nouveau à l'avenir. Elle dit à Lubbock de revenir en arrière et d'envoyer des renforts pendant qu'elle poursuivra Karom en avant. Lubbock retourne à la base et parle d'elle à tout le monde et ils envoient Tatsumi et une canne pour ramener Chelsea en toute sécurité. Pendant ce temps, Chelsea se transforme en Bulls et rencontre Kurom. Elle révèle qu'elle a appris les personnalités et la façon de parler de tous les membres de Jagger grâce aux informations apportées par Tatsumi et elle les utilise pour tromper complètement Kurom. En marchant avec elle, Kurom tombe soudainement et dit que ses cookies drogués sont terminés et qu'elle en a besoin tout de suite. Chelsea se penche et lui tapote le dos, puis la poignarde avec une aiguille empoisonnée, la mettant apparemment à terre. Elle prend alors son épée et commence à s'éloigner, mais à sa grande surprise, Karome se relève et révèle qu'en raison des effets du nouveau médicament qu'il prend, elle est immunisée contre de telles choses et ne mourra que si son cœur s'arrête ou si sa tête est découpée. Elle récupère ensuite rapidement son épée de Chelsea et libère les lanciers et les zombies tireurs et les fait courir après elle. Chelsea utilise une bombe fumigène puis s'enfuit, mais elle est rapidement rattrapée par le lancier qui lui coupe le bras tandis que le tireur l'abat au même moment.
Et c'est ainsi que nous perdons notre deuxième meilleure fille après Shield de manière brutale. De retour en ville, Tatsumi et Akame recherchent toujours Chelsea et suivent la trace de sang venant de la forêt jusqu'à la ville. Tatsumi court dans les rues et finit par se retrouver sur la place de la ville où un groupe de personnes se pressent autour de la pièce maîtresse. Il lève les yeux pour voir ce qu'il regarde et tombe immédiatement à genoux lorsqu'il se rend compte que ce n'est rien d'autre que la tête de Chelsea levée au-dessus d'un poteau. Après cela, ils retournent tous à leur base et poursuivent leur mission le cœur lourd et la ferme détermination de faire de cette révolution une réalité. On découvre également que Lee Home peut rattacher son bras grâce à ses propriétés régénératrices et au fils de Lubbock. Le lendemain matin, ils se dirigent de tous vers l'est pour s'occuper du conseiller du groupe religieux afin que la révolution puisse commencer. Pendant ce temps, Asdeep rencontre le conseiller Balak et lui dit qu'elle et les Jaegers agiront comme ses gardes du corps contre le Night Raid qu'ils soupçonnent d'avoir déjà infiltré l'Est. Balak les accueille et révèle qu'il a été protégé par les 4 démons Rakshasa jusque-là grâce au Premier ministre et qu'ils peuvent désormais les utiliser à des fins offensives. Il décide de les envoyer en ville pour rechercher des membres du raid nocturne et s'occuper d'eux. En plus de cela, Wave remarque que Kurom ne s'est pas remise de ses blessures subies lors de sa bataille précédente et qu'elle se pousse trop. Il la confronte et lui dit qu'il demandera à Asdeep de la laisser partir pour la mission, mais Kurom révèle que si elle est exclue des Jaegers, elle sera tuée car elle est une assassine de l'Empire. Elle dit qu'elle ne veut pas de ça et que si elle doit mourir, elle préférerait mourir en combattant comme ses camarades. Dans la nuit, Akayam rencontre des espions de l'armée révolutionnaire pour échanger des informations, mais ils sont tués par Abara, les 4 démons Rakshasa. Il engage Akayam dans la bataille et met en valeur son corps extrêmement flexible. Au début, Akayam a quelques ennuis, mais elle parvient finalement à le couper en deux et en sort victorieuse. Cependant, elle est repérée par Ren qui la remercie de lui avoir montré sa relique, puis s'envole pour faire rapport à Asdith. D'un autre côté, Lubbock est pris en embuscade par Sten et Mez, des 4 démons Rakshasa sortis de nulle part. Il le soupçonne d'être membre des raids nocturnes en raison de ses vêtements enduits et de sa nature de scout. Sten parvient à frapper Lubbock et l'envoie au sol et Lubbock profite de cette opportunité et agit comme s'il était mort. Il utilise ses fils pour arrêter un peu son cœur afin de les convaincre qu'il était à terre pour le compte, alors ils le laisseront tranquille. Mais malheureusement pour lui, les démons tombent sur une jeune fille qui est une espionne révolutionnaire et décide par mot de la tuer. En regardant cela, le Sanju de Lubbock se réveille, se relève et décide de les engager dans une bataille. Il acquitte ses fils et commence à combattre les 2 démons simultanément. Il passe à l'offensive en créant une hache de combat à partir de son fil, tout en gardant également pour le défendre. Il frappe Stern avec la hache, mais il arrête simplement le coup à main nue. Stern dit qu'il est inutile de le contester ainsi, mais Lubbock dit que son objectif était de les distraire et il se retourne pour découvrir que la jeune fille a réussi à s'échapper alors qu'ils étaient occupés à le combattre. Sur ce, Lubbock considère que son travail est terminé et il les fuit. Stern décide de le poursuivre mais se retrouve coincé dans ses fils. Il est d'abord arrêté lorsqu'il se heurte à un fil, puis lui coupe presque la tête, puis Lubbock lui tire une balle dans la poitrine avec une lance métallique. Après cela, il démêle les fils de son corps et les fait écraser son cœur, éliminant définitivement le géant. Après cela, il fait face à Mez en posant un filet de ficelle autour de lui. Mez utilise sa technique secrète de ninja et recouvre les cordes d'un liquide visqueux qui les rend inutiles. Elle donne ensuite un coup de pied à Lubbock et s'approche de lui pour l'achever. Lubbock lui lance 2 couteaux dans un dernier effort, mais elle les contourne simplement et vient ensuite chercher Lubbock et le tuer. Mais à ce moment-là, les couteaux reviennent et la frappent dans le dos et dans le cœur, et il est révélé que Lubbock contrôlait les couteaux en y attachant ses ficelles. Et juste comme ça, il parvient à s'échapper avec succès en vainquant 2 menaces majeures. Pendant que tout le monde se bat et affronte des ennemis, Min et Tatsumi ont de la chance pour une fois et ne rencontrent aucun ennemi. Au lieu de cela, ils finissent par rencontrer le chef et fondateur du groupe religieux qui les regarde se battre et pense à quel point ils sont mignons ensemble et commence à les expédier instantanément. Après leur mission de reconnaissance, ils se retrouvent toutes à tous et décident vraiment de poursuivre leur plan d'assassinat lors de la fête anniversaire de l'organisation religieuse. Ils se divisent en 2 équipes où Tatsumi et Mayan s'associent et attirent autant de membres du raid nocturne que possible, tandis que le reste du groupe infiltrera le bâtiment de Balak et l'assassinera. Suzanov et Leon utilisent pleinement leur force et font irruption par la porte d'entrée pour attirer Kurom et Wave, tandis que Tatsumi et Min parviennent à faire en sorte que Siru et le dernier démon,
Suzuka les suivent. Ils les conduisent vers d'anciennes ruines à l'extérieur de la ville où Shiru commence la bataille en lançant un assaut d'armes sur mais Tatsumi prend mine et s'enfuit avec sa relique. Ils sont ensuite attaqués par Suzuka et Tatsumi s'engage avec elle et la conduit à l'intérieur des ruines pendant que Min se prépare à tirer sur Saru et à se venger du bouclier. Saru la remarque et lui lance son missile le plus puissant, mais Min le contrecarre avec une explosion d'énergie de Pumpkin. Saru se lance alors vers Min aux côtés de sa relique, mais Min abat le chien puis commence à modifier sa relique pour les achever. Saru lui dit qu'elle va la tuer et le donner à manger à son chien, comme elle l'a fait avec les corps de Shield et Chelsea. Cela rend Min vraiment en colère et elle commence simplement à leur lancer un barrage de balles énergétiques avec son arme modifiée et parvient également à endommager le noyau du chien. Shiru est obligé d'utiliser son dernier recours, ce qui fait exploser sa relique. Mais Min remonte dans le temps pour éviter l'explosion. Shiru la suit et essaie de lui tirer dessus avec le pistolet dans la bouche. La mienne bloque les balles avec sa relique, mais Shiru profite de cette opportunité pour la frapper fort dans les tripes et la renvoie voler. Pendant ce temps, Tatsumi continue son combat contre Suzuka à l'intérieur des ruines et décide de l'enterrer vivante en brisant les murs et les piliers de l'ancien bâtiment. Alors qu'il s'effondre sur eux, il fait un zoom arrière grâce à Enkurjo et la vainc pour de bon. À l'extérieur, Saru s'approche de Min pour l'achever et envoie également son chien après elle avec son dernier souffle. La mienne décide qu'il n'est pas temps pour elle de mourir et elle prend son arme et la change en réglage de faisceau d'énergie, puis les prend tous les deux par surprise avec une attaque d'énergie incroyablement forte qui déchire à la fois son chien et Shiryu et l'achève pour de bon. Alors qu'elle tombe au sol, sur le point de mourir, Shiryu se lance tout naturellement sur Min et fait exploser la puissante bombe dans sa tête. La mienne essaie de s'enfuir mais se retrouve trop blessée pour déménager. Elle maudit son sort mais à ce moment-là, Tatsumi arrive et la sauve de l'explosion. Au fait, dernière nouvelle, ici ils tombent tous les deux amoureux l'un de l'autre. Pendant ce temps, Majanda et les autres membres du Night Raid parviennent à assassiner Balak qui désobéit aux ordres de Diz de rester dans sa chambre et tente de s'échapper par le tunnel secret. En fin de compte, cela s'avère être une grande victoire pour l'armée révolutionnaire ainsi que pour Tatsumi. Avec le succès de leur mission, la rébellion commence enfin et l'armée révolutionnaire commence à avancer vers la capitale depuis le sud. Comme prévu, les officiers stationnés dans les forts intermédiaires démissionnent les uns après les autres sans combattre et les révolutionnaires continuent d'avancer. Pour contrer ces avancées, le Premier ministre appelle le commandant en chef Budo à parler à ses hommes pendant qu'il fait sortir son propre fils, Sura, présente son groupe de police spéciale appelé Wild Hunt pour s'occuper du Night Raid. Estit est envoyé à l'ouest pour s'occuper des alliés révolutionnaires, tandis que les membres restants des Jaegers sont mis en attente dans la capitale. Il se demande pourquoi ils ne sont pas envoyés en première ligne, mais Couronne tombe au sol et perd soudainement connaissance. Alors que les forces progressent, la mission du raid nocturne est d'infiltrer le palais et de renverser le Premier ministre Anas. Léon et Mayang descendent dans les tunnels souterrains des eaux usées, tandis que Tatsumi et Lubok sont choisis pour se regrouper avec les espions révolutionnaires à l'intérieur du palais et s'infiltrer à l'avance. Ils rencontrent la fille de l'un des hauts tuteurs de l'Empire et elle les emmène à l'intérieur du palais pour rencontrer les révolutionnaires à l'intérieur. Mais lorsqu'ils atteignent le bâtiment, personne ne répond de l'intérieur et Lubok remarque du sang sortir de l'intérieur. Il ouvre la porte et il regarde tous à l'intérieur pour trouver tout le monde mort. Soudain, les cadavres commencent à enfler et explosent, détruisant le bâtiment. La fille commence à crier comme une maniaque et à ce moment-là, Shura se révèle de la fumée et les entoure de son équipe. Il remarque que Tatsumi est le même gars qu'il est transporté sur cette île avec Esdit et se demande ce qui se passe. Tatsumi dit que cela signifie qu'il est à l'origine de l'incident des bêtes dangereuses et saute en avant pour l'attaquer. Mais à ce moment-là, Muto saute d'en haut avec sa relique impériale éclair. Il se présente puis commence à combattre Tatsumi en le frappant avec ses lourds coups de poing infusés de foudre. Tatsumi équipe Enkurjo puis tente d'échanger des coups avec lui. Budo le félicite pour ses compétences et son travail acharné, mais l'assomme ensuite avec une attaque éclair massive. Pendant ce temps, Lubok se bat avec Shura. Shura présente ses arts martiaux et sa relique de téléportation, puis s'injecte une drogue améliorante pour augmenter encore plus sa puissance. Au début, il l'accable complètement avec ses coups de téléportation infinis, mais Lubok profite de ce temps pour installer ses fils partout. Décide de l'attirer, mais la jeune fille révolutionnaire le tient par derrière et appelle Shura et lui dit qu'elle fait cela. Alors il laissera partir ses parents.
Sura la frappe à la place et dit qu'il lui avait dit de ne pas interférer avec son plaisir, puis se tourne vers Lubak et dit qu'il a fini. Mais Lubok joue la carte inversée Uno et coupe la main de Sura qui tenait sa relique et dit qu'il est déjà sous son piège. Les choses commencent à bien se présenter pour lui, mais la jeune fille se lève et poignarde Lubok dans le dos avant de mourir et demande à Sura de libérer ses parents. En regardant cela, il se met à rire et dit qu'il avait déjà tué ses parents et qu'elle est tellement stupide. Il récupère sa relique puis téléporte Lubok dans une autre dimension. Lubok, cependant, tient bon avec ses fils et l'attire avec lui-même. Ils se battent tous les deux là-dedans et Lubok le frappe avec sa lance métallique et lui écrase le cœur, tout comme il l'a fait avec Sten. Il retombe ensuite du portail avec son coup de couteau, mais malheureusement, au lieu que Tatsumi l'attrape, les membres de la chasse sauvage l'attendent avec leurs lances hautes et Lubok tombe à mort alors qu'il est empalé par eux en descendant. Tatsumi crie son nom, puis il est également capturé. De retour au palais, Vuto informe le Premier ministre de la mort de son fils et de la façon dont il a abattu l'un des assassins du raid nocturne. Anas pleure pour son fils pendant environ une demi-seconde, puis dit n'importe quoi et continue avec son poulet. Budo lui dit alors qu'ils ont fait l'autre prisonnier et il décide de le torturer à mort et d'en faire un exemple pour dissuader les autres révolutionnaires. À ce moment-là, Estit arrive au bureau et dit qu'elle s'occupera de cette affaire et dans son cœur, elle dit qu'elle ne laissera personne avoir Tatsumi. Le lendemain, ils apprennent qu'il sera exécuté publiquement. La nuit suivante, Min décide d'y aller seule et de sauver Tatsumi, mais Akam l'arrête en chemin. Elle lui dit de ne pas essayer de l'arrêter, mais Akam dit qu'elle assisait là pour l'aider à la place. À ce moment-là, Léon sort également par derrière et dit qu'elle l'aidera aussi, car c'est elle qui l'a repéré et dit au patron de ne pas les arrêter. Le patron dit que comme il s'agit d'un raid nocturne, il est de leur devoir d'arrêter cette exécution, afin que cela ne dégrade pas le moral de l'armée révolutionnaire. Et donc ils ont tous décidé de sauver Tatsumi. De retour dans la cellule de prison, Istif confronte Tatsumi et lui dit qu'il a finalement rejoint l'armée révolutionnaire. Elle lui dit de les quitter et de venir avec elle, et elle lui pardonnera tous ses crimes passés, mais Tatsumi dit qu'il ne peut pas être avec quelqu'un qui sème la destruction. Elle essaie de le convaincre mais voit qu'il est résolu et dit alors qu'elle procédera elle-même à l'exécution et verra à quel point sa volonté de vivre est forte. Le lendemain, ils se rassemblent tous au Colisée avec une foule massive en présence du petit empereur et du Premier ministre. Bundo est en service de sécurité tandis qu'Asdif se dirige vers Tatsumi avec son épée qui est attachée à une croix au centre. Elle pointe sa lame sur lui et déchire sa chemise et dit qu'elle va commencer maintenant. Mais à ce moment-là, son esprit lui tire dessus, la faisant reculer. Elle lui lance ensuite plusieurs faisceaux d'énergie, la faisant s'éloigner de Tatsumi, et le reste du raid nocturne survole la foule sur une bête dangereuse, Raymanta. Elle fait ensuite exploser les explosifs que Lubok avait placés dans le Colisée en guise d'avancée pour la bataille finale et fait tomber Isdi sous terre. Muto leur tire dessus avec des éclairs et un agenda saute également avec sa relique Susanoo pour affronter Isdit. Pendant ce temps, Léon rejoint Min et Akame s'infiltrent dans le palais pour éloigner les Jaegers et tuer le Premier ministre. Min et Léon se battent contre Budo, mais il s'avère trop puissant pour eux. Léon essaie de l'engager dans un combat rapproché pour donner des ouvertures aux mines pour l'abattre, mais Budo la paralyse avec ses éclairs et tanque les tirs de Min comme un gabarit. Leur combat continue pendant un moment, mais Budo continue de les repousser et parvient même à frapper Min avec son attaque éclair en maîtrisant le faisceau d'énergie de Pumpkin. Pendant ce temps, Ikea parvient à entrer dans le bureau du Premier ministre, mais à sa place, elle ne trouve que la clé d'Enkurzio. Elle le récupère et retourne au Colisée pour aider les autres. Avec Mime prenant un coup direct de Budo, elle est sur le point de mourir. Avec ses émotions pour Tatsumi et son niveau de danger si élevé, elle appelle Pumpkin pour répondre à ses sentiments et tire sur Budo avec le faisceau d'énergie le plus puissant possible, brûlant et brisant également Pumpkin dans le processus. Buddha répond en lui tirant également des éclairs, mais l'attaque de Pumpkin la domine et le transperce, le mettant à terre pour de bon. Après avoir vaincu le commandant en chef, Min tombe de sa plateforme et Tatsumi arrive juste à temps avec Enkurzio pour la rattraper. D'un autre côté, Agenda et Susanoo se battent contre Isdit, mais elle s'avère trop forte pour eux. Elle combat Susanoo puis le gèle d'un simple contact. Agenda utilise la capacité cachée et transforme Tsusa-san et ils prennent un pied d'égalité contre elle. Avec Tatsumi sauvé et le mien dans une mauvaise position, Nagenda dit à tout le monde de battre en retraite et essaie de retenir Astiev
afin qu'il puisse s'échapper, mais Astief n'a rien de tout cela et elle utilise sa capacité cachée qui lui permet de figer le temps. Elle utilise cette capacité pour tuer Susano et détruire son noyau. Les choses semblent mauvaises, mais Magenta donne ensuite plus de force vitale à Susano, lui permettant de revivre comme un dernier effort. Susano dit qu'il la retiendra et dit à tout le monde de s'échapper et commence à combattre Asdith. Ils s'engagent tous deux dans une bataille acharnée tandis que les autres s'échappent. Tatsumi court avec Min dans l'espoir de recevoir son traitement, mais Min dit qu'il est déjà trop tard pour elle et qu'elle ne peut pas récupérer aussi vite que Léon. Elle lui demande de la poser et ils partagent un baiser. Elle lui dit merci pour tout et pour l'aimer, puis meurt dans ses bras. Avec ça, Magrade perd Susano et le mien, mais parvient à reprendre Tatsumian et Kurzio et se débarrasse également de Budo. Avec cette victoire, les révolutionnaires se rapprochent donc des lignes de front de la capitale. Run parle à Wave et Kurom de son état et dit qu'ils se sont échappés maintenant, personne ne prendra la peine de les poursuivre, mais Kurom dit que ce n'est pas une option pour elle et qu'elle doit régler les choses avec sa sœur. Après cela, il tue de nombreux révolutionnaires et Kurom envoie un message secret pour qu'Akame la rencontre seule dans les installations de la forêt de Kadai. Akame décide d'y aller seule et de respecter les souhaits de sa petite sœur et Tatsumi lui dit de revenir vivante. Pendant ce temps, le Premier ministre est Premier ministre et manipule le Kid Emperor pour utiliser la relique ultime qui nécessite l'utilisation de son autorité en tant qu'empereur. Cette nuit-là, Akaim se rend sur place et rencontre Kurom. Ils se retrouvent au vieil orphelinat et se remémorent leur enfance. Kurom dit alors qu'Akaim l'a trahi en rejoignant l'armée révolutionnaire et en la laissant derrière, puis ils commencent tous les deux à se battre. Kurom active sa relique et appelle ses zombies, mais coûte ensuite du sang en raison de sa mauvaise santé. Akayam s'en aperçoit et décide de mettre fin à son combat le plus tôt possible. Ils commencent tous à affronter leurs épées et Akayam parvient toujours à les submerger dans cette bataille à 3 contre 1. De retour au palais, Wave demande à courir là où Kurom aurait pu aller après avoir reçu sa note concernant son combat contre Akaim et il décide d'aller la sauver. De retour sur le champ de bataille, la bataille des sœurs réveille une bête dangereuse expérimentale endormie. La bête tue les 2 zombies puissants puis frappe également Kurom, mais Akame la sauve puis il la massacre tous les deux comme au bon vieux temps. Mais après cela, ils recommencent tous les deux à se battre. Kurom appelle ses zombies PNJ, mais Akame les réduit en atomes en un instant, puis procède au coup final sur sa sœur. Mais à ce moment-là, Wave arrive et la repousse. Il dit qu'il est venu là-bas pour arrêter leur combat, mais Tatsumi arrive également et repousse Wave. Il dit que pour certaines choses, la seule façon d'avancer est qu'ils les règlent eux-mêmes, et Kurom dit à Wave qu'elle le veut aussi. Elle le remercie d'être venu et dit qu'elle aurait aimé qu'ils se rapprochent dans des circonstances différentes, puis ils regardent tous les deux les sœurs se battre jusqu'à leur mort. Finalement, Akayam arrive en tête et poignarde Kurum, la mettant au repos une fois pour toutes. Ils lui remettent le corps pour lui faire signe et il leur demande pourquoi ils se battent tous. Akayam dit que s'il ne peut pas répondre lui-même à cette question, alors il n'a pas à prendre une arme et ils s'en vont tous. De retour au palais, le Premier ministre emmène l'empereur jusqu'à l'ultime relique impériale et lui dit de l'activer, et puis c'est son devoir en tant qu'empereur de protéger son peuple de cette rébellion. Avec les Jaegers hors de leur chemin et l'armée révolutionnaire dans la capitale, ils décident tous de marcher à l'intérieur du palais et enfin de soulager le peuple de cette nation de la tyrannie du Premier ministre. Najanda mène les révolutionnaires en première ligne tandis que Tatsumi Leon et Akam s'infiltrent dans le palais pour prendre la tête de Honest. Une fois au fond du palais, ils sont confrontés à de nombreux chevaliers avancés, mais Run arrive et dit qu'il s'occupera du raid nocturne. Léon décide de se battre seul contre lui et dit à Tatsumi et Akam d'avancer et de terminer le travail. Il demande à Ren pourquoi il se bat aux côtés du Premier ministre et il dit qu'il était également sous l'oppression de l'Empire, mais qu'il voulait changer les choses de l'intérieur. Mais ensuite, ils ont commencé toute cette histoire de rébellion et il est salé. Léon pense qu'il n'est qu'un enfant et il se lance dans une bagarre de chats et d'oiseaux. Dans la salle d'audience, Tatsumi et Akem font irruption et font face à l'empereur et au Premier ministre. Akem s'attaque à la tête de Honest, mais elle est bloquée par un champ de force qui le protège. Il révèle que la relique ultime a déjà été activée et à ce moment-là, tout le palais s'effondre et de l'intérieur émerge l'empereur de Lamek, cher Tazar. Totalement soumis à un lavage de cerveau, l'empereur Ankit déclenche une attaque par faisceau laser qui tue sans discernement un groupe de personnes tout en démolissant également un certain nombre de maisons dans la capitale.
Wave observe également ce désastre de loin, près de la tombe de Kurom, et décide d'aller se battre aux côtés des révolutionnaires. Akam et le reste des révolutionnaires se battent donc contre les forces impériales dirigées par Isdev, tandis que Tatsui affronte l'empereur en kit dans le robot géant. L'empereur le frappe et Tatsuki décide d'utiliser la technique la plus utilisée de l'histoire de Dota, le Tok no Jutsu. Il commence à combattre l'empereur et est brutalement battu, mais continue de parler et de lui dire combien les gens souffrent, les actions de Duka et comment il est manipulé par le Premier ministre. L'enfant craque et décide de le faire taire en le piétinant sous ses pieds, mais Wave arrive juste à temps et évite à Tatsumi de devenir Spatsumi. Ron décide également d'arrêter de riposter et se concentre sur le sauvetage des habitants de l'Empire aux côtés de Léon. Après cela, Tatsumi et Wave combattent les mecs ensemble et lors d'un combat, Tatsumi tombe sur un point faible du mec. Il demande l'aide de Wave et ils parviennent tous les deux à lui faire de gros dégâts. Ressentant de la douleur, l'empereur les abat tous les deux avec des faisceaux laser et assomme Wave avec. Dans ce moment difficile, Tatsumi se souvient des conseils de Bula et appelle Incursio, l'incitant à évoluer avec la puissance d'une pure armure de complot. Désormais doré et brillant et de nouvelles ailes, Tatsumi évite toutes les attaques laser et frappe le robot avec sa volonté et parvient à le déchirer, le détruisant dans le processus. Mais ensuite, il voit le robot tomber sur un groupe de personnes et il se précipite pour les sauver. Il retient le robot comme Superman et parvient à l'empêcher de tomber sur eux, mais dans le processus, il laisse échapper trop de sang et juste comme ça, il rend son dernier souffle en tant que héros. Akane se précipite vers lui et lui crie, l'interrogeant sur la promesse de ne jamais mourir. À ce moment-là, Istive arrive également et Ikama lui dit que Tatsumi est mort. Avec Tatsui tombé et l'empereur vaincu également, l'armée révolutionnaire a presque gagné, mais Istit se tient toujours entre leur liberté. Elle admet que l'empire est tombé, mais dit que sa chasse continue. Elle dit que Tatsui est mort parce qu'il était faible, puis crée une arène fortifiée autour d'Akam et d'elle-même. Elle dit qu'elle marchera simplement sur le prochain champ de bataille et que s'il n'y en a pas, elle en créera un elle-même. Akam dit qu'elle ne peut pas permettre à une telle personne d'exister dans un monde pacifique pour lequel ils ont tous tant sacrifié et qu'ils s'engagent tous les deux dans la bataille finale qui décidera du sort de cette nation. Ils commencent tous les deux la bataille en affrontant leurs épées et au début, Akame est capable d'affronter S. Le jeu d'épée de dit Tiff, mais elle se révèle trop forte avec ses capacités de glace maîtrisées. Lorsque les choses commencent à mal paraître, Akame décide d'utiliser également sa capacité cachée et elle se coupe avec sa lame. Le poison de Murasame circule dans ses veines et cela lui permet de se transformer en son état démoniaque, ce qui améliore considérablement tous leurs états. Elle passe à l'offensive et combat férocement Istive et parvient même à lui couper la main. Le poison commence à se propager rapidement dans son bras, mais Istive lui coupe le bras et continue de combattre Akame littéralement à elle seule. Leur combat continue, mais les pouvoirs démoniaques d'Akame s'avèrent trop puissants pour Istive et elle est obligée d'utiliser sa capacité cachée qu'elle ne peut utiliser qu'une seule fois par jour. Elle arrête le moment où Akayem est juste en face d'elle et se met ensuite à lui poignarder le cœur. Mais aussitôt qu'elle fait cela, elle se rend compte que ce n'est qu'une image rémanente et se demande où est le véritable Akayem. À ce moment-là, le temps revient et Akem la frappe d'en haut et dit qu'elle faisait attention à sa capacité cachée qui a tué Susanoo. Estit accepte sa défaite, puis érige un mur de glace entre eux et se dirige vers le cadavre de Tatsui. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'ils seront enfin ensemble maintenant, et juste comme ça, elle périt dans les airs. Avec la bataille finale gagnée et tout le monde mort comme Game of Thrones, il est temps de réaliser ce que nous attendions tous. Mort du Premier ministre Honest, il décide de s'enfuir au milieu de tout ce chahut, mais Léon ne tarde pas à comprendre et elle le confronte dans un passage secret. Elle s'avance pour battre le gros cochon, mais il révèle sa relique cachée qui a la capacité d'être utilisée une seule fois et de détruire toute relique sur laquelle elle est utilisée. Il détruit la ceinture de Léon puis l'abat avec un pistolet, mais Léon n'a rien de tout cela et elle le frappe sur le nez et le renverse. Hans lui tire plusieurs balles dans le ventre, mais Léon prend tout comme la reine sauvage qu'elle est et continue ensuite de le battre avec ses poings et lui fracasse la tête. Après cela, elle rencontre Akamen et lui dit au revoir tout en cachant ses blessures. Elle retourne ensuite dans les bidonvilles dans lesquels elle est née et voit les citoyens heureux qui ont gagné cette révolution, puis meurt paisiblement chez un allié alors qu'elle saigne de ses blessures. Après cela, ils exécutent tous publiquement le Kid Emperor et Najanda est nommé pour jeter les bases de cette nouvelle nation.
Akayem décide de fuir vers l'est pour établir de meilleures relations avec la nouvelle nation et fait ses adieux à Najenda pour le moment. Et c'est ainsi que se termine Akayem qui a été tué.